Mes tout premiers souvenirs sont baignés par la chaleur du sourire de mon père et le réconfort de notre petit appartement en location. Je m'appelle Claire et jusqu'à mes 13 ans, ma vie était ordinaire, dans le meilleur sens du terme. Papa, Jacques, était ce genre de père qui transformait chaque moment en aventure. Même dans notre modeste logement, il avait fait de notre minuscule balcon un jardin féerique et du salon une cabane de fortune les week-ends pluvieux. Maman, Sophie, était différente. Plus réservée, elle rêvait d'une grande maison et d'une vie plus faste. Mais à l'époque, leurs différences semblaient s'équilibrer parfaitement. Claire, ma chérie, tu veux passer le week-end chez papy? Demandait souvent maman. Et je sautais sur l'occasion. Non pas parce que je ne voulais pas être à la maison, mais parce que la maison de papy Richard était comme une deuxième maison pour moi. Une belle maison de maître sur 2 étages, avec des planchers en bois qui grinçaient et des recoins à explorer à l'infini. Ta mère a besoin d'un peu de temps seule avec ton père, m'expliquait papy avec un sourire complice en m'ouvrant la porte. Et moi, j'ai besoin de temps avec ma petite fille préférée. J'étais une enfant très observatrice, bien plus que les adultes ne le pensaient. Je comprenais que maman avait parfois besoin de souffler, qu'elle et papa avaient leur propre relation à entretenir. Ça ne me blessait pas, au contraire, je me sentais presque adulte. Et puis, ces week-ends avec papy étaient précieux. Il me racontait des anecdotes sur l'enfance de papa, m'enseignait les bases de la gestion d'argent, il était ancien directeur d'agence bancaire et faisait les meilleures crêpes du monde. Tu sais Claire, m'a-t-il dit un matin pendant qu'on déjeunait sur la terrasse, ta mère rêve d'avoir une maison comme celle-ci. Mais tu sais ce qui est plus important qu'une grande maison? Une maison remplie d'amour. J'avais hoché la tête. Même jeune, je comprenais. Notre appartement était petit, oui, mais débordant d'amour. Papa rentrait du bureau, il travaillait dans une compagnie d'assurance, me faisait tournoyer dans ses bras et couvrait maman de baisers jusqu'à la faire rire malgré elle. Ces instants rendaient notre petit monde infini. Mais la vie change, souvent quand on s'y attend le moins. J'avais 13 ans quand papa a commencé à perdre du poids très vite. Au début, il plaisantait en disant qu'il se remettait enfin en forme, mais ses yeux disaient autre chose. Les visites chez le médecin sont devenues de plus en plus fréquentes et le visage de maman de plus en plus inquiet. C'est juste une mauvaise passe, disait papa en m'ébouriffant les cheveux. Je vais retrouver la forme très vite. Mais ce n'était pas le cas. Le cancer du pancréas, violent, l'a dévoré comme un incendie. En quelques mois, mon père si fort et plein de vie n'était plus que l'ombre de lui-même. J'étais impuissante. Maman faisait de son mieux pour tenir bon, mais je la voyais s'effondrer de l'intérieur. La dernière conversation que j'ai eue avec papa restera à jamais gravée en moi. Il était allongé sur son lit d'hôpital, la main à peine assez forte pour serrer la mienne. « Prends soin de ta maman, ma princesse, a-t-il murmuré. Et laisse ton grand-père te guider. Il est plus sage que nous tous. » L'année qui a suivi sa mort a été comme un brouillard. Maman est tombée dans une dépression si profonde qu'elle ne pouvait presque plus me regarder. Je pense que je lui rappelais trop papa. Heureusement, il y avait papy Richard. Il est devenu mon pilier. Mon refuge dans la tempête. Vivre chez lui n'était plus une solution temporaire, c'était devenu ma nouvelle normalité. Chaque matin, je me réveillais dans ce qui avait été la chambre de papa enfant, entourée de ses photos et de ses trophées. Papy m'aidait pour l'école, avec mes devoirs, et faisait tout pour combler le vide que mes parents avaient laissé, l'un par la mort, l'autre par la douleur. Maman appelait parfois, mais sa voix était distante. Ses visites étaient rares, expéditives, et elle évitait mon regard. Alors, j'ai cessé d'attendre davantage. Puis, exactement 1 an et 2 mois après la mort de papa, tout a changé. Un samedi matin ensoleillé, maman s'est présentée à la porte de papy, et j'ai failli ne pas la reconnaître. Fini le deuil en noir. Elle portait une robe jaune vive, une nouvelle coupe de cheveux, et rayonnait d'une joie presque incongrue. « Claire, ma chérie, prépare tes affaires. Tu rentres à la maison. » A-t-elle lancé, tout excitée. Je me suis tournée vers papy, perdu. Lui aussi semblait pris au dépourvu. Le trajet jusqu'à l'appartement fut rempli du bavardage joyeux de maman, sur tout et rien. J'avais l'impression d'être assise à côté d'une inconnue qui lui ressemblait. Mais le vrai choc est venu en franchissant la porte de l'appartement. Là, dans notre petit salon, se tenaient un homme grand et une fille d'environ 3 ans de moins que moi. Ils ont esquissé un sourire gêné pendant que maman courait littéralement vers eux. « Claire, voici Robert et sa fille Émilie. Robert est mon fiancé et Émilie sera ta nouvelle sœur. On va bientôt se marier. » annonça-t-elle en s'accrochant au bras de Robert.
Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Quoi? Depuis quand? On sort ensemble depuis un moment, dit-elle en balayant l'air de la main. Je n'ai rien dit à personne. Tu sais comment les gens peuvent être, envieux, critiques. C'était mieux ainsi. Je suis allée dans ma chambre, ou plutôt dans ce qui avait été ma chambre, à peine consciente qu'elle avait été entièrement redécorée. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et appelé papy. Il a décroché dès la première sonnerie. Maman a. Fiancé? Ai-je murmuré au téléphone. Elle va se marier, et elle n'en a parlé à personne. Il y a un homme ici et sa fille. Papy est arrivé en moins de 20 minutes. Depuis ma chambre, j'entendais la conversation pendant qu'il confrontait maman. Sophie, comment as-tu pu faire ça sans prévenir personne? Même pas ta propre fille. Papa, je suis heureuse pour la première fois depuis longtemps, répondit-elle sur la défensive. J'ai décidé de tourner la page, de revivre. Jacques aurait voulu ça. Il n'aurait pas voulu que je me laisse dépérir. Il y eut un long silence avant que papy reprenne la parole, d'une voix lourde de résignation. J'espère que tu seras heureuse, Sophie. Mais n'oublie pas que tu as une fille, qui a besoin de toi elle aussi. Les 3 mois avant le mariage furent comme vivre dans une réalité parallèle. Notre petit appartement semblait encore plus exigu avec 4 personnes au lieu de 2. Mais le pire, ce n'était pas ça. Ce qui me rongeait vraiment, c'était de voir Émilie, ma future demi-sœur, manipuler ma mère comme si elle l'avait toujours eue. « Maman, tu peux m'aider avec mes cheveux ?» demandait-elle. Et ma mère lâchait tout, même nos conversations, pour courir l'aider. Le simple fait qu'elle l'appelle maman me donnait la chair de poule. Elle ne se connaissait que depuis quelques mois. Maman semblait aveuglée. Quand Émilie a dit qu'elle adorait la danse, maman l'a immédiatement inscrite à des cours particuliers, ce que j'avais moi-même réclamé des années plus tôt, en vain, parce que ce n'était pas dans le budget. Quand Émilie s'est plainte de son vieux téléphone, maman lui a offert le dernier iPhone. Quand elle a voulu redécorer son côté de la chambre que nous partagions, maman l'a emmenée faire du shopping et a dépensé des centaines d'euros en rideaux, couettes et déco. Ta sœur a besoin de se sentir chez elle ici, disait-elle, quand je pointais du doigt le traitement inégal. Demi-sœur, je corrigeais. Et moi aussi, j'ai besoin de me sentir chez moi. Elle levait les yeux au ciel et s'éloignait. Le jour du mariage, modeste, dans une petite salle communale, maman rayonnait de bonheur. Je me tenais là, dans ma robe de demoiselle d'honneur, la regardant s'extasier sur la coiffure d'Émilie, alors qu'elle ne m'avait quasiment pas adressé un regard. Pendant toute la cérémonie et la réception, elle gardait Émilie à ses côtés, main dans la main, la présentant à tout le monde comme sa fille adorée. Moi? On aurait dit une serveuse. Transparent. Papy leur a offert un chèque de 5 000 € en cadeau de mariage, une somme plus que généreuse. Mais j'ai surpris la réaction de maman, près des toilettes. Sérieusement, papa? Un chèque? A-t-elle chuchoté, furieuse et les joues rosies par le champagne. Je comptais sur toi pour nous donner ta maison. On est une vraie famille maintenant. On a besoin d'espace. Cet appart est bien trop petit à 4. Papy est resté calme, même si je voyais la déception dans ses yeux. Sophie, tu vas trop vite. D'abord les fiançailles surprises, maintenant ça? Cette maison n'est pas un bien qu'on distribue à la légère. Et puis, c'est là que Claire passe la moitié de son temps maintenant. Ah, c'est ça? Tu as tes préférés maintenant? Non. Je suis juste réaliste. Et tu devrais peut-être l'être aussi. Je suis partie avant qu'il ne me remarque. Mais cette conversation m'a hantée pendant des semaines. Maman avait tellement changé. J'avais l'impression qu'elle s'était inventée une nouvelle famille parfaite, avec Émilie en enfant modèle et Robert en mari idéal. Il ne restait plus aucune place pour moi. Alors, j'ai fait ce que toute personne de trop ferait, j'ai passé de plus en plus de temps chez papy. Au moins là-bas, je n'avais pas à faire semblant d'être heureuse d'avoir été remplacée. Les années ont passé. J'allais bientôt finir le lycée. Vivre dans cet appartement était devenu une leçon quotidienne de discrétion. J'avais appris à me faire petite, à éviter les conflits, à passer tout mon temps dans ma chambre ou chez papy. Un soir, pendant notre dîner familial hebdomadaire, une nouvelle mise en scène de la famille heureuse, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai été acceptée à l'université régionale, ai-je annoncé d'une voix aussi calme que possible. Je veux étudier la finance et la gestion. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman a posé sa fourchette, échangé un regard avec Robert, puis a pris la parole.
En fait, Claire, je pense qu'il serait mieux que tu commences à travailler après le bac. L'université, ce n'est pas indispensable pour tout le monde. Je l'ai regardé, complètement perdu. De quoi tu parles? Papa avait créé un fonds pour mes études avant de mourir. Il a toujours voulu que je fasse des études supérieures. Maman s'est tortillée sur sa chaise, mal à l'aise. À propos de ce fonds, Robert et moi, on en a discuté et on pense qu'il vaudrait mieux l'utiliser pour les études d'Émilie. Elle est incroyablement douée, tu sais. Première de sa classe, tout ça. Elle aura besoin d'une bonne université pour réaliser son potentiel. Robert a hoché la tête, très sérieux. Émilie a montré de grandes aptitudes. Ce serait la bonne chose à faire. J'ai eu l'impression de recevoir un coup en plein ventre. Ce fonds, c'était le dernier cadeau que papa m'avait laissé. Et maintenant, il voulait me l'enlever ça aussi. Cet argent est à moi, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Papa l'a mis de côté spécifiquement pour mes études. Vous n'avez pas le droit de le donner à Émilie. Ne sois pas égoïste, Claire, dit maman, les larmes aux yeux. Émilie est ta sœur. Demi-sœur, ai-je lancé en me levant si brusquement que ma chaise est tombée. Et cet argent, c'est tout ce qui me reste de papa. Tu lui as déjà tout donné, ma chambre, ton attention, ton affection, mais ça, tu ne l'auras pas. Je ne te laisserai pas me le prendre. Comment oses-tu? Pleura maman, mais je voyais bien que ses larmes étaient calculées. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Émilie a besoin. Émilie a besoin, et moi alors? Et ce que papa voulait pour moi? La dispute s'est terminée dans un fracas de portes et de larmes, surtout celle de maman, qui pleurait en me traitant d'égoïste. Après cette nuit-là, l'appartement est devenu un champ de tension. Personne ne m'adressait la parole, sauf si c'était indispensable. Émilie me lançait des petits sourires narquois dans les couloirs. Robert, lui, évitait carrément de croiser mon regard. Le jour de la remise des diplômes, je n'ai pas été surprise de ne voir que papy dans le public. Il a applaudi pour 4, et son sourire fier valait bien plus que tout ce que ma nouvelle famille aurait pu m'offrir. Le soir même, j'ai emballé toute ma vie dans 3 cartons et une vieille valise. Papy m'a aidé à les charger dans sa voiture. Ta chambre t'a toujours été réservée, ma chérie, m'a-t-il dit en démarrant. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Je ne me suis pas retournée. Il n'y avait plus rien pour moi là-bas. La vie étudiante est devenue mon échappatoire. Je me suis plongée dans les études, déterminée à rendre mon père et papy fiers. Les cours de finance et de gestion me passionnaient et je réussissais brillamment, papa en aurait été heureux. Chaque soir, j'appelais papy pour lui raconter ce que j'avais appris. Raconte-moi encore les produits dérivés, disait-il, même s'il en savait sûrement plus que mes profs. J'adore t'entendre les expliquer. Mais au fil des mois, j'ai remarqué des changements dans sa voix. Il se fatiguait plus vite et son esprit vif semblait parfois voilé. Lors de mes retours à la maison, je le surprenais en train de grimacer en se levant ou de se masser la poitrine discrètement. C'est juste l'âge, me disait-il. Rien de grave, ma puce. Mais moi, je m'inquiétais. J'ai commencé à l'appeler 2 fois par jour et à rentrer tous les week-ends, pas seulement pendant les vacances. On s'asseyait dans la cuisine, à boire du thé, à parler de tout et de rien, comme avant. Parfois, il me regardait avec un amour si profond que j'en avais la gorge nouée. C'était en plein milieu de mon dernier semestre quand maman a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, c'était la première fois qu'elle m'appelait depuis 4 ans. Mais quelque chose m'a poussée à répondre. Papy est mort cette nuit, a-t-elle dit, la voix plate, sans émotion. L'enterrement est jeudi à 14h, aux pompes funèbres de Chartres. Le téléphone m'a échappé des mains. Je ne me souviens plus très bien de la suite, juste que ma coloc m'a retrouvée recroquevillée au sol, en larmes. Jeudi est arrivé trop vite, et pas assez vite à la fois. Le salon funéraire était exactement le genre d'endroit que papy aurait choisi, sobre, élégant, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière. J'étais en avance. Ma robe noire me serrait trop, ma peau me brûlait. Tout était de travers, parce que papy n'était plus là pour tout remettre en place. Je m'attendais à voir maman et sa petite famille. Mais il n'était pas là. À la place, c'est monsieur Harrison, un ami de papy de l'époque de la banque, qui s'occupait de tout. Ils ont un peu de retard, m'a-t-il dit. Ta mère a appelé pour prévenir. La cérémonie était magnifique. Des gens de la vie de papy ont pris la parole pour parler de sa bonté, de son intégrité, de son humour. Je me suis assise au premier rang, seule avec mon chagrin. C'est à mi-parcours que la porte du fond s'est ouverte.
Maman entra, suivie de Robert et Émilie, tous trois habillés en noir, parfaitement assortis. Ils se sont installés tout au fond. Maman ne m'a même pas regardée. Son visage affichait le masque de circonstance, mais ses yeux fouillaient déjà la pièce, calculant, évaluant. Je me suis retournée vers le devant, les larmes brûlantes d'un mélange de peine et de colère. Même ici, même aujourd'hui, elle ne pouvait pas mettre sa rancune de côté. Pas même pour pleurer son propre père. Après la cérémonie, je suis allée à la maison de papy, chez moi depuis 4 ans. Mais je me suis figée en voyant la scène. Éparpillés sur la pelouse, comme des déchets sans valeur, des sacs poubelles remplis de mes affaires. Mes vêtements, mes livres, mes albums photos, tout avait été jeté sans ménagement. Certains sacs étaient éventrés, et ma vie se répandait sur l'herbe. Les mains tremblantes, j'ai sorti ma clé et tenté d'ouvrir la porte. La serrure ne tournait pas. Elle avait été changée. Je tenais encore la clé dans la main quand la porte s'est ouverte. Maman se tenait là, toujours dans sa robe noire, mais cette fois avec une expression de triomphe, pas de tristesse. « Parfait. Tu es là pour récupérer tes affaires, dit-elle, comme si elle me rendait service. C'est ma maison maintenant. Papa est parti pour de bon, et en tant que fille unique, j'en hérite naturellement. J'ai déjà fait changer les serrures. On emménage ce soir. » Je l'ai regardée, incapable de comprendre autant de cruauté. « Tu n'as même pas attendu la fin de l'enterrement. Ce sont mes affaires. C'est chez moi ici. »« Non. C'est chez moi maintenant, m'a-t-elle coupé net. »« Et dépêche-toi de tout récupérer, a-t-elle ajouté sèchement, sinon ça part à la benne. Il faut que je fasse de la place pour les affaires d'Émilie. » Elle a souri froidement. « D'ailleurs, elle prend ta chambre. Elle a toujours rêvé d'avoir un plus grand espace. » Je me sentais vidée, engourdie, pendant que je ramassais mes affaires. Je fourrais tout dans les sacs éventrés, essayant de rassembler les photos de papa et de papy éparpillées dans l'herbe. Maman restait plantée dans l'encadrement de la porte, à me surveiller comme un vigile, s'assurant que je ne parte pas avec quelque chose qui ne m'appartenait pas. Le trajet jusqu'à ma résidence universitaire fut un flou de larmes et de chocs. Ma coloc m'aidait à monter mes affaires sans poser de questions en voyant mon état. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un cabinet d'avocats. « Mademoiselle Morel ? Ici Maître Andersen, de l'étude Andersen et associé. Je suis le notaire de votre grand-père. Nous devons procéder à la lecture de son testament. Seriez-vous disponible jeudi à 10 heures ? » J'ai accepté, même si je n'en voyais pas l'intérêt. Maman avait été très claire, tout lui revenait. Le jeudi, en arrivant au cabinet, maman, Robert et Émilie étaient déjà installés, posés là comme une petite famille royale sur des fauteuils en cuir. Émilie examinait ses ongles, Robert faisait défiler son téléphone. Maman, en me voyant, a plissé les yeux. « Qu'est-ce que tu fais là » a-t-elle dit bien fort. « Tu n'as rien à faire ici. C'est une affaire familiale. » Maître Andersen ajusta ses lunettes et commença à lire. « Moi, Richard Jacques Morel, saint de corps et d'esprit, déclare ce qui suit comme étant mes dernières volontés. » Maman souriait déjà sûre d'elle. Mais son sourire s'est figé net quand il a continué. « À ma chère petite-fille Claire Morel, je lègue ma maison au 154, rue des Chênes, avec tout son contenu, ainsi que la totalité de mon compte épargne, soit 475 000 €. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Puis la voix de maman éclata. « Quoi ? C'est une erreur. » Elle arracha le document des mains du notaire, les yeux fous, cherchant frénétiquement son nom. « Où est ma part ? Je suis sa fille. » « Madame Dubois, les volontés de votre père sont très claires, répondit calmement Maître Andersen. Il lègue tout à mademoiselle Claire Morel. Aucune disposition ne vous concerne. C'est impossible, hurla-t-elle. Elle l'a manipulé. Elle l'a retourné contre moi. Je vais contester ce testament. Il est juridiquement inattaquable, affirma le notaire. Votre père l'a signé devant témoin, il y a 6 mois, en parfaite possession de ses facultés. Même son médecin l'a certifié. Une contestation serait vaine et très coûteuse. Changement de stratégie immédiat. Les yeux toujours rouges de colère, maman fondit en larmes et se tourna vers moi, d'une voix sucrée. On a déjà quitté notre appartement, on a tout déménagé hier. On n'a nulle part où aller. Tu ne peux pas nous laisser à la rue. On est une famille, non ? Je me suis levée, le dossier que le notaire venait de me remettre dans les mains.
À l'intérieur, l'acte de propriété, les papiers de transfert et tous les documents officiels confirmant que la maison était désormais à mon nom. Une famille, ai-je murmuré. Comme quand tu as jeté mes affaires sur la pelouse avant même que papy ne soit enterré? Comme quand tu as voulu voler mon fonds pour l'université? Comme la façon dont tu m'as traité ces 4 dernières années? C'était différent. On était. Non. C'est ton problème, pas le mien. Je l'ai coupé net. Je te conseille de commencer à chercher un nouvel appartement. Je suis allée directement à la maison de papy, ma maison maintenant. Mais je ne pouvais pas entrer. J'ai appelé un serrurier et lui ai expliqué la situation. Quand il est arrivé, je lui ai montré les documents notariés. Je suis la propriétaire légale de cette maison, lui ai-je dit. J'ai besoin que vous ouvriez ces serrures et que vous les changiez. Je veux être la seule à avoir les clés. Pendant qu'il travaillait, j'ai rassemblé tout ce qui appartenait à maman, Robert et Émilie, leurs vêtements déjà rangés, leurs affaires de toilette, les posters qu'Émilie avait collés sur les murs de ma chambre. J'ai tout mis dans des sacs poubelles. Exactement comme ils avaient fait avec mes affaires. Quand le serrurier m'a remis les nouvelles clés, j'ai traîné tous leurs sacs dehors sur le perron. Je les ai alignés proprement, presque symétriquement. La situation n'était pas sans ironie. Moi à l'intérieur. Leurs affaires dehors. Exactement comme quelques jours plus tôt. Le soleil se couchait quand j'ai entendu la voiture de maman se garer dans l'allée. Depuis le salon, l'endroit préféré de papy pour lire le journal, j'ai regardé la scène. Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais imaginé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le cri de maman résonna même à travers les fenêtres fermées. NOS Affairs. Elles sont dehors. J'ai ouvert la porte, mais je suis restée dans l'embrasure. Elle s'est précipitée vers moi, furieuse. Robert avait l'air d'avoir avalé un citron et Émilie pleurait déjà, des larmes théâtrales pleines de tremblements. « Tu n'as pas le droit », a hurlé maman en montant les marches. « C'est chez nous maintenant. » En fait, non. C'est chez moi. Légalement. Tu dois prendre tes affaires et partir. Légalement, tu n'as rien à faire ici. On n'a nulle part où aller, sanglotait Émilie. Il fallait y penser avant d'abandonner votre appartement, ai-je répondu froidement. Ce n'est pas mon problème. Maman tenta de me pousser pour entrer dans la maison, mais je ne bougeais pas. Écarte-toi, Claire. C'est ridicule. C'est la maison de mon père. Non. C'est ma maison maintenant. Et si vous ne partez pas tout de suite avec vos affaires, j'appelle la police pour violation de domicile. Ensuite, tous ces sacs iront directement à la benne. Je sortis mon téléphone de ma poche. C'est toi qui choisis, maman. Comme tu m'as laissé le choix avec mes affaires, tu te souviens? Les minutes suivantes furent un tourbillon d'insultes et de menaces. Maman alternait entre cris, pleurs et lamentations sur l'injustice de la situation. Émilie répétait que je le regretterais. Robert marmonnait des promesses de contester le testament pendant qu'ils chargeaient leur dernier sac dans la voiture. Avant de monter, maman se retourna vers moi une dernière fois. « Tu n'es plus ma fille. Ton père aurait honte de toi. » Je lui ai souri tristement. « Non, maman. Papa serait fier que je me sois enfin défendue. Adieu. » Je les ai regardés s'éloigner. Leur voiture a tourné au coin de la rue et a disparu. C'était il y a 6 mois. Je suis maintenant dans mon dernier semestre, sur le point d'être diplômée avec mention. La maison est louée à une jeune famille adorable et leur loyer mensuel me permet de constituer des économies exactement comme papy l'aurait souhaité. C'est cette première nuit, une fois tout le monde parti, que j'ai trouvé sa lettre dans le coffre du bureau. Ma très chère Claire, si tu lis ceci, c'est que tu as déjà affronté la réaction de ta mère à propos du testament. Je suis désolée de t'avoir mise dans cette situation, mais je connaissais trop bien Sophie. Je savais ce qu'elle tenterait. Tu as l'intégrité de ton père et mon sens des affaires. Utilise-les avec sagesse. Cette maison est à toi. Tu en feras ce que tu voudras. Mais promets-moi une chose, garde les albums de famille dans le grenier. Certains souvenirs méritent d'être préservés, même les plus douloureux. J'ai tenu cette promesse. Comme toutes celles que j'ai faites à lui et à papa. Aujourd'hui, je me concentre sur mon avenir. Je laisse le passé derrière moi, mais je garde les leçons qu'il m'a apprises. Parfois, la famille, ce n'est pas celle dans laquelle on est. C'est celle qui croit en vous. Qui vous protège. Qui vous aide à grandir. Maman, Robert et Émilie vivent encore quelque part en ville.
J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé un nouvel appartement finalement. Ils ont tenté de me recontacter parfois, surtout quand ils ont besoin de quelque chose. Mais je ne réponds pas. Certains chapitres de notre vie méritent simplement d'être refermés.